Cette semaine, aux jeunes explorateurs, Pincourt à l'avant-garde du mieux-être et aussi le développement durable. L'émission qui suit est une présentation d'Explore VS et de la ville de Rigaud. La médecine et la science nous offrent maintenant une espérance de vie accrue. Aujourd'hui, le véritable défi consiste à en profiter au maximum. La ville de Pincourt relève ce défi de brillante façon en nous proposant un concept d'avant-garde. Le tout nouveau parc Taillon. Au mois de juin dernier, la ville de Pincourt a dévoilé son tout nouveau parc Taillon. Pourquoi tout nouveau? Parce que la ville a tout réaménagé le parc pour qu'il puisse y accueillir un gymnase extérieur et un sentier pédestre d'environ 400 mètres, sillonnant une petite partie boisée au nord du parc. Ce chambardement vient d'une idée initiale du directeur des loisirs et vie communautaire de Pincourt, Simon Grenier, et vise à répondre aux objectifs visés par la politique de développement social de la ville. Et d'où est venue l'idée? Ça vient de vous, mais comment ça s'est passé, le brainstorm? D'où est venue l'idée de recréer le parc Taillon pour en faire ce qu'il est aujourd'hui? Bien, en fait, avec l'ajout de la glissade, c'est qu'on voulait justement rajouter des activités aussi pour les jeunes dans la partie plus au sud de la ville. Puis pour ce qui est du sentier d'exercice, du sentier multi-exercice plutôt, c'est vraiment le désir de joindre une nouvelle activité parce qu'il y a déjà une clientèle aînée et adulte qui fonctionnait là-bas avec les jeux de shuffleboard, les jeux de pétanque. Donc, en rajoutant un sentier multi-exercice pour eux à ce parc-là, ça l'a ajouté une dynamique intéressante justement au niveau du parc pour ces gens-là. Mm-hmm. Mais pourquoi au parc Taillon? Pour 3 raisons. D'abord, pour son emplacement. Le parc Taillon est situé sur le chemin du Hamel, à quelques mètres du bord de l'eau, mais aussi du chemin riverain de Pincourt, qui est très fréquenté par les cyclistes, les marcheurs, les patineurs, les coureurs. L'affluence de la circulation sur le chemin du Hamel permet d'assurer que les infrastructures sont bien en vue et qu'elles y sont accessibles pour une clientèle plus sportive. Ensuite, parce que le parc Taillon baissait en popularité depuis quelques années. Alors que la population pincourtoise ne cesse d'augmenter, la proportion qui visite le parc, elle, diminue graduellement. Le parc est connu pour sa patinoire en hiver et pour ses terrains de pétanque l'été, mais à part la Ligue de pétanque de Pincourt qui se rencontre 2 fois par semaine par temps chaud et les quelques patineurs hivernaux, il n'y avait plus grand monde qui s'aventurait jusqu'au parc Taillon. Il fallait donc trouver un moyen pour la ville de stimuler son affluence et faire en sorte que ce soit encore un point de rencontre pour les Pincourtois. Enfin, j'ai parlé de la Ligue de pétanque, mais la raison principale pourquoi le parc Taillon a été choisi pour y accueillir les premières infrastructures du genre, c'est justement pour rejoindre son public cible, les personnes âgées. Oui, les personnes âgées. Chaque lundi et mercredi soir, pendant l'été, l'organisme a envoyé un de ses kinésiologues pour proposer des entraînements et de bonnes techniques aux différents visiteurs. Carole Lamoureux et Michel Lesage, 2 Pincourtois que nous avons rencontrés sur place lors d'un de ces soirs-là, nous ont justement appris qu'ils avaient eu envie d'essayer le parc Taillon, surtout pour la présence du kinésiologue. Carole, Michel, vous êtes âgés respectivement de 57 et 65 ans. Comment c'est de s'entraîner? Est-ce que c'est difficile pour vous de rester en forme ou d'essayer de garder la forme? C'est difficile parce qu'on devient sédentaire. Ça nous tente moins. Mais là, vu qu'on sait qu'ils ont fait des nouvelles installations, là, ça nous force à venir au moins les voir. Mm-hmm. Même chose pour vous, Carole? Oui, parce qu'on
on vague à nos occupations, on fait ce qu'on a à faire. Puis des fois, on dit « Ah, bien, je vais en faire l'exercice, mais pas aujourd'hui, demain. » Puis on remet ça. Puis finalement, on n'en fait pas beaucoup. Puis en vieillissant, là, les muscles commencent à ramollir. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ce soir? Bien, moi, je trouvais que depuis quelque temps, j'étais pas en forme. Je fais des activités puis j'étais essoufflée un peu. Fait que j'ai vu ça dans le journal, qu'il y avait des installations d'exercice. Puis j'ai dit, c'était peut-être une bonne idée d'aller voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Fait que c'est pour ça qu'on est venu. Puis le fait aussi, ça nous intéressait, le fait qu'il y avait un monsieur ici là, du centre multisport là, qui pourrait nous montrer comment faire. Parce que c'est un peu ça, des fois, on veut se mettre en forme, mais on ne sait pas comment procéder, on ne sait pas quoi faire, quels exercices, pas se blesser non plus, parce que c'est toujours une inquiétude quand on commence. Fait que... C'est dans les exercices qu'on fait, c'est de ne pas exagérer non plus. Là. Puis des fois, on se laisse aller, on ne sent pas trop où je suis capable, mais non. Ah ouais. Carole et Michel ne risquent pas d'être les seuls retraités de Paimcourt à utiliser les nouvelles installations du parc. La construction prochaine des 80 logements de la coopérative de solidarité du Bel-Âge, juste à côté, apportera encore plus de clientèle potentielle. Que ce soit pour marcher dans le sentier, pour jouer à la pétanque ou pour utiliser les nouveaux exerciceurs, les chances sont fortes que les habitants de la coopérative viennent faire leur tour. Simon Grenier et un kinésiologue envoyé par le Centre multisport, David Forget, ont travaillé de concert pour que les installations du parc soient tout adaptées pour la clientèle senior. Donc, je suis avec David Forget, qui est kinésiologue au Centre multisport, mais surtout, tu es la personne qui a imaginé, dans le fond, le parc Taillon. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à l'intérieur de ce projet-là du parc Taillon? Bien, en fait, Simon Grenier, qui est directeur des loisirs de la Ville de Paimcourt, nous a approchés au Centre multisport, sachant qu'on a un service conseil justement à l'aménagement de gym extérieur ou d'environnement favorable à l'activité physique. Puis à ce moment-là, bien, on a eu une consultation ensemble. Donc, il m'a expliqué que lui, en fait, il y avait une clientèle âgée en tête, il voulait faire un sentier aussi d'exercice, mais qui avait le goût de faire ça un petit peu plus particulier, donc avec une saveur particulière. Puis il voulait surtout pas dépenser pour des objets que les gens n'utiliseront pas. Donc, c'est là que, en fait, c'est ça, je me suis assis avec Simon. On a regardé ses besoins, donc justement pour la clientèle âgée, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça, les types de machines, les coûts aussi, parce que, veux pas, il y a, dans le milieu municipal, il y a évidemment beaucoup d'aspects financiers, donc les coûts aussi d'un projet comme ça. Donc, on a évalué ensemble certaines possibilités. Puis ensuite, bien, ça a été au niveau de l'aménagement du parc comme tel. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le mobilier? Comment on l'installe pour que les gens l'utilisent? Maintenant que vous avez fini l'entraînement, comment vous vous sentez dans vos corps? Là? Oui, on se rend compte, oui, que il y a des petits endroits là, que ça tirait un peu, mais comme il a dit, le monsieur tantôt, il dit peut-être que demain matin, on va être raqué un petit peu. Est-ce que tu peux me décrire qu'est-ce qu'on retrouve dans le parc Taillon qui est spécial? Oui, bien c'est sûr que ça dépend. Le but aussi, c'était principalement pour les personnes âgées, mais tout le monde peut l'utiliser. Donc, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, un athlète ou une personne en mobilité semi-réduite, donc autonome, mais bon, avec des problèmes d'arthrose ou des problèmes de mobilité, tout le monde peut l'utiliser. Donc, par exemple, il y a des escaliers avec des rampes de chaque côté. Il y a une poutrelle aussi pour travailler la proprioception, l'équilibre, avec toujours des rampes de chaque côté pour sécuriser les gens qui peuvent être utilisés. Il y a des barres parallèles, il y a un monkey bar qu'on appelle communément, donc un peu comme on a ici dans un gym, qui peut être utilisé aussi. Ensuite, bon, une station pour les abdominaux. Donc, on a toutes sortes d'appareils là, pour n'importe quel type de clientèle, mais avec la personne âgée en tête principalement. Les exerciceurs du gymnase extérieur ont été choisis pour leur simplicité d'utilisation et leur capacité à y faire des exercices de différents niveaux de difficulté. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des appareils qui sont très simples. Oui. Ça n'a pas besoin d'avoir un deck en génie pour savoir comment utiliser ça. Non, bien c'est sûr, en fait, qu'il y a un panneau bilingue qui est installé, donc qui est installé de chaque côté là, de chacune des machines pour donner une idée de comment s'en servir. En plus de ça, bien, il y a un kinésiologue qui est là 2 fois par semaine pendant tout l'été pour aider les gens justement à comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur ces machines-là de façon sécuritaire. Mais en même temps, bien, on parle d'un escalier. Tout le monde a un escalier à la maison. Mais en ayant les rampes de chaque côté, pas juste une d'un côté, on peut se permettre de faire des choses un petit peu plus challengeantes. Donc, pour l'équilibre, par exemple, fermer les yeux. Qui ferme les yeux dans ses escaliers à la maison, moi, ça serait un peu... ça serait non sécuritaire. Mais dans ce parc-là, en fait, on peut se permettre de le faire pour travailler justement la proprioception, l'équilibre, la mobilité aussi. OK.
Le sentier, quant à lui, en plus d'être d'une distance ni trop longue ni trop courte, possède un banc à chaque 100 mètres, un ajout qui n'est pas anodin. Premièrement, pourquoi il y a eu un banc qui a été installé à chaque 100 mètres? C'est que, par exemple, quelqu'un qui a une capacité pulmonaire, cardiaque ou qui fait de l'arthrose, qui est réduit un peu dans sa capacité, va avoir besoin de prendre une pause à chaque 100 mètres. Donc, c'est quelque chose qui rend accessible ce sentier-là à beaucoup plus de gens. En plus de ça, quelqu'un qui est bien en forme ou qui est plus en capacité physique pourrait faire des exercices à chacune des stations. Donc, sur un banc, on peut faire des mouvements, justement, de dips, on peut faire des mouvements de push-up, on peut faire la planche pour les abdominaux. Donc, il y a aussi des panneaux indicateurs à chacune des stations pour les gens qui veulent faire de l'exercice. Et comment on adapte un projet d'exerciceur ou un projet de gymnase extérieur ou même de sentier à une clientèle qui est plus âgée qu'une clientèle normale sportive? Première des choses, il ne faut pas leur faire peur. Parce que c'est des gens, premièrement, ils sont sortis de chez eux, ils sont allés dans un environnement qu'ils ne connaissent pas beaucoup. L'entraînement, souvent, il y en a qui n'ont jamais vu une machine ou jamais touché une machine. Ils voient que c'est pour les autres ou ils ne figurent pas là, que c'est pour... ils peuvent utiliser ça ou ils ne savent pas, en fait, leur capacité. S'ils ont une douleur, ils vont dire « je suis vieux, j'ai mal, je ne peux pas faire d'activité physique », ce qui est complètement faux. Tout le monde peut s'optimiser, peu importe l'âge, peu importe la condition physique, tout le monde peut s'améliorer. Donc, à ce moment-là, c'est de ne pas leur faire peur. Donc, avec le service d'un kinésiologue sur place, on vient les encadrer. Puis avec des écriteaux clairs, précis, avec des exerciceurs aussi qui sont adaptés à eux, je pense que c'est très bien pour eux. Ouais. Mais la vraie question n'est pas de savoir si l'âge d'or fréquentera ou non le parc, mais plutôt pourquoi investir dans cette tranche d'âge en particulier. D'abord, parce que cette partie de la population est plus que présente au Québec. Elle représente après tout un Québécois sur 5. Parce que c'est une clientèle de plus en plus nombreuse, il est logique que l'attention soit tournée vers eux, au moins en partie. Du côté physique, offrir de l'activité physique à nos retraités leur permet de rester actifs et en santé, comme nous l'explique David Forget. Bien, si on regarde au niveau de la prévention, la majorité des études sont toutes d'accord. 1 $ investi en prévention, ça rapporte 10 à 100 $ dépendant des études, mais ça rapporte d'investir en prévention. Puis si on crée des environnements favorables à l'activité physique, ce pourquoi le Centre multisport aussi pousse beaucoup dans les 23 municipalités de la région. On va créer un environnement favorable, donc des gens qui vont être actifs. Donc, on va réduire du même coup les problématiques de santé. Donc, les gens vont vivre plus en santé. Sur une autre note, une initiative comme le Parc Taillon favorise les échanges intergénérationnels. Un échange international, comme le terme le dit, c'est une rencontre entre différents groupes d'âge afin que chacun d'entre eux apporte des connaissances aux autres. Moi, c'est ça qui me motive comme kinésiologue, de faire bouger les gens, les tout-petits, pour les développer, donc pour développer leur capacité motrice, que ça devienne des adultes sains, des athlètes à la limite s'ils veulent, puis après ça, des adultes actifs, puis des personnes âgées en bonne santé. C'est ça les saines habitudes de vie. Donc les environnements favorables à l'activité physique, c'est dans la lignée, en fait, de tout ça, là. En plus, on va se le dire, mais s'entraîner à l'extérieur, c'est beaucoup plus agréable. On peut y profiter du grand air, du calme et même de sa ville. On s'assure donc d'une population âgée en santé, mais aussi ouverte à sa société, bien loin du stéréotype des vieillards grognons qu'on peut parfois avoir. Moi, ce qui m'impressionne toujours, on a fait l'inauguration, il y avait quelques dizaines de personnes, évidemment, plus les quelques centaines qu'il y avait là pour le lundi dans les parcs plus spécifiquement. Par contre, ce que j'apprécie, c'est les commentaires qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux par la suite. Les groupes comme les Facebook de ce monde qui parlaient du projet, la réception fut très, très positive. Beaucoup de commentaires sur la qualité de l'aménagement, beaucoup de commentaires sur la qualité du site en général aussi. Donc, c'est encourageant de voir le positif qui sort de tout ça. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que le Parc Taillon pourrait être un exemple pour d'autres villes dans la région pour impliquer ces personnes? Je l'espère. J'espère que le parc, justement, avec la présence d'un kinésiologue 2 soirs par semaine, les lundis et les mercredis soirs à 18h30, nous avons le kinésiologue sur place pour conseiller les gens. J'espère que la population puis la participation va y être. Et si ça peut inspirer d'autres à faire un projet identique, tant mieux. Maintenant que c'est fait, que la population ciblée a été sollicitée, il ne reste plus que les gens l'utilisent, ce parc-là. C'est seulement une fois que ce sera réussi qu'on pourra en voir les résultats. Après la pause, Marie-Jeanne en apprend davantage sur le développement durable. C'est sur.tv. C'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à tête. Du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs.
des découvertes avec les jeunes explorateurs et aussi de la spiritualité. En fait, C'est sûr.tv, c'est notre télévision régionale. Je suis avec Lorraine Simard, qui est cofondatrice quand même du Comité 21. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi le Comité 21? Si on ouvrait un dictionnaire et qu'on allait voir la définition du mot Comité 21, qu'est-ce que ça dirait? Alors, Comité 21, d'abord, c'est un organisme à but non lucratif. Le comité vise, au fond, à rassembler des gens autour d'un objectif commun, comment travailler ensemble pour accélérer le développement durable au Québec. Donc, on regroupe les villes, les entreprises, les associations et institutions. Puis, on veut aussi sensibiliser les médias à jouer un rôle pour accélérer justement la culture du changement pour un développement durable. Et ça, c'est à l'échelle du Québec, mais aussi à l'international. Oui. Alors, il faut savoir que le Comité 21 existe en France depuis 1995. Pour connaître le milieu, puisque j'interviens dans ma vie depuis plus de 15 ans, dans le milieu du développement durable et de la responsabilité sociétale, au Québec, en France puis en Afrique, j'ai demandé en France, justement, si on pouvait développer un comité au Québec et travailler dans la francophonie à développer d'autres comités 21, parce qu'on travaille à mettre en œuvre le développement durable avec, comme je disais, les villes, les entreprises et l'ensemble des acteurs. Alors, ils ont dit oui, et à cause de cette initiative, bien, on a un projet provincial qui s'inscrit dans un cadre international. Parfait. Donc, dans le mot Comité 21, il y a le nombre 21. Ça vient d'où, ce nombre-là? Alors, le nombre 21 vient tout simplement d'un rappel que nous sommes au 21e siècle et il faut faire les choses autrement. Alors, ça a été décidé, au fond, à travers les rencontres, dont en particulier au sommet de Rio en 1992, où les chefs d'État ont travaillé à élaborer un programme et ils ont élaboré plusieurs enjeux. Et on a travaillé sur un agenda qu'on a appelé l'agenda 21. Et l'ensemble des activités qu'on retrouve à travers le monde portent souvent le chiffre 21 ou le nombre 21. Parfait. D'où ça vient? C'est quoi l'histoire du Comité 21? Alors, donc, dans les années à peu près milieu 2000, puisque j'étais en relation avec la France, je savais que ce programme existait. Je voyais déjà que l'approche territoriale de faire du développement durable était importante pour accélérer les processus, parce qu'un territoire accueille une ville, mais dans sa ville, elle a des entreprises, elle a tout le monde, au fond, tous les acteurs économiques. Alors, c'est important de partager cette synergie-là. Donc, de quelque part, ils ont l'expérience sur cette synergie. Ils ont même cartographié la France sur l'évolution de certains secteurs en développement durable. Maintenant, au Québec, il y avait des experts un peu partout parce qu'ils sont plusieurs experts au Québec. Il y a des gros progrès, des bons outils, de l'initiative, de l'innovation. Puis ça, il faut être fier de ça. Mais les gens ne connaissent pas ce qui se passe. Donc, l'idée, au fond, c'est de rassembler les acteurs, mais d'être un genre de coordonnateur neutre, où on valorise, au fond, l'ensemble des travaux. Alors, c'est pour cette raison que le Comité 21, au fond, permet, dans des régions qui n'ont pas d'activité de développement durable, de se créer un comité. Alors, des régions comme le Saguenay ont déjà un expert ou un groupe experts, n'ont pas besoin de développer un comité 21. Charlevoix non plus, ou Sorel-Tracy, ou Victoriaville, parce qu'ils ont déjà leur propre organisation. Sauf d'autres régions du Québec, comme Vaudreuil-Soulanges, qui n'avaient pas nécessairement d'experts, a pu créer son propre comité, puis on circule à travers ce réseau, finalement. Et le Comité 21 a commencé dans Vaudreuil-Soulanges, a commencé à Rigaud, si je ne me trompe pas? Oui. Lorsque j'ai eu l'idée de créer le Comité 21, je savais que d'autres régions du Québec, qui sont déjà dans la voie du développement durable, comprenaient ce projet comme un projet important. N'importe quelle région du Québec aurait pu accueillir ce siège social. Mais j'habite la région. Donc, j'ai demandé à des gens d'affaires de présenter mon projet devant un groupe de gens d'affaires pour parler justement du déploiement provincial, régional et international de cette mission. Et que je leur demandais, est-ce que je crée un siège social dans la région ou je le mets ailleurs au Québec? Parce qu'à quelque part, ça prend un lieu pour l'accueillir. Ça prend des gens qui souhaitent l'accueillir. Alors, dans la salle, nous avions l'ex-maire de la ville de Rigaud, Réal Brazeau, et Chantal Lemieux, directrice générale de la ville de Rigaud. Et ils ont mentionné, nous, on pense que c'est important et on veut jouer un rôle, on accepte d'accueillir le Comité 21 à Rigaud. Donc, l'histoire a commencé tout simplement comme ça. À ce moment-là. Parfait. Et
est-ce que maintenant, le Comité 21, au sein du Québec, est-ce que c'est un organisme qui est très reconnu? Est-ce que les gens savent, dans le milieu entrepreneurial et tout, qui est ou qu'est-ce que c'est le Comité 21? Alors, je dirais non. Non? Pas suffisamment. Alors, on débute avec des petits moyens et ça prend beaucoup d'énergie pour convaincre, pour mobiliser. Toute cette énergie que l'on prend, ce que j'appelle une vision à la fois, un engagement à la fois. Le développement durable est difficile à comprendre, est difficile à voir comment on peut l'intégrer, l'appliquer. Alors, s'il fallait que il faut multiplier, au fond, les leaders, il faut multiplier les acteurs pour être capable d'élargir cet exercice. Toutefois, j'entends de plus en plus de gens dire « mais c'est important, la mission du Comité 21, on y croit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Alors, on passe quand même de 2013 où les gens ne connaissaient pas du tout le chiffre ou le nombre 21, il y a encore moins comité, puis pas beaucoup de développement durable. Donc, on commence à mettre ensemble ces éléments-là et c'est une question de temps, le Comité 21 va s'épanouir, mais il est quand même reconnu à travers 7 ministères du gouvernement. Il faut savoir que le développement durable, c'est transversal. Ça touche la culture, l'économie, les changements climatiques, les villes, donc les municipalités. Ça touche... enfin, c'est transversal, ça touche tous les secteurs d'activité. Et avec la grande rentrée de développement durable de l'année dernière, ça a suscité un grand intérêt parce qu'on dit que c'est la première fois qu'on aura un projet qui crée cette synergie interprovinciale. Parfait. Et d'ailleurs... pour certains, c'est quand même assez flou, le concept de développement durable. Oui. C'est quoi, le développement durable? Bien, enfin, il faut penser qu'en ce moment, pour répondre à tes besoins, à mes besoins de consommation, on a besoin de 3 planètes. Alors, c'est pas possible de fonctionner et se développer de la façon actuelle. Donc, il faut changer nos façons de faire parce qu'on ne va pas survivre sur la planète. On le voit déjà dans les changements climatiques. Ce qu'on parle ici, on n'est pas les seuls. L'entrevue que tu me passes, ailleurs dans le monde, on doit passer des entrevues à d'autres gens comme ça, parce que les gens se préoccupent des changements. Maintenant, à travers tout changement, il y a des opportunités. Il ne faut pas avoir peur. Il y a un moment de déséquilibre. Et un jour, un scientifique qui m'a dit que pendant des années, ils ont travaillé à fabriquer des robots pour savoir que finalement, ce n'était pas de travailler à faire lever des muscles de jambes, mais à faire passer le robot en mode déséquilibre pour qu'il tombe. Mais la marche, c'est qu'on ne tombe pas. C'est qu'on contrôle le déséquilibre, on contrôle la chute, ce qui met qu'on met un pas, un autre pas, et ainsi de suite. Donc, je dirais le développement durable, c'est inconfortable. On doit se déséquilibrer, on ne sait pas trop, mais on sait quand même qu'on a la capacité de mettre le pas suivant en avant. Donc, il faut laisser notre instinct dire quel pas je vais mettre, et ainsi de suite, parce qu'il faut bouger. Il y en a qui vont courir, donc ils vont marcher. Je dis toujours que le statu quo n'est pas une option. Donc, les 3 planètes, c'est pas vrai qu'on peut fonctionner encore de cette façon-là. Et il y a des entreprises, il y a des gens, il y a des jeunes, il y a de toutes les générations qui réfléchissent, qui se mettent même en groupe, qui font des laboratoires, les Fab Labs, entre autres, qui se travaillent ensemble pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour justement diminuer notre impact environnemental. Ils font des villes vertes, ils font des entreprises vertes, ils font des programmes pour que toute leur activité soit zéro déchet ou carbone neutre ou énergie zéro, ainsi de suite. Tout ça parce qu'on peut créer en boucle des effets vraiment intéressants. Et ce qui est intéressant aussi avec le développement durable, c'est que comparativement à énormément d'aspects de la politique, surtout en Amérique du Nord, c'est vu avec une vision à long terme. Donc, ce n'est pas des mesures qu'on prend pour qu'il y ait une conséquence immédiate, c'est une conséquence qui arrivera plus tard, mais qui va durer. C'est ça? Oui. Mais c'est intéressant que tu mentionnes le mot politique, parce que certains diront, est-ce que le politique est un frein au développement durable? Est-ce que l'économie est un frein? Alors, il faut par moment que dans la frustration de voir que les choses ne bougent pas rapidement, d'être capable aussi d'avoir le courage de prendre des décisions. Et les décisions, souvent, sont aussi politiques. On regarde, entre autres, l'Europe, qui a beaucoup plus une démarche législative, beaucoup plus au niveau des lois. L'approche américaine ou nord-américaine, on est plus dans une approche volontaire de faire les choses. C'est ton initiative. D'ailleurs, si tu veux rester sur le marché économique, c'est mieux prendre des initiatives novatrices. Et là, si le marché comprend que sur la planète, il faut faire les choses autrement, bien, on peut volontairement faire de l'innovation verte. Mais encore, ce n'est pas suffisamment rapide pour contrer le problème qu'on a besoin de 3 planètes.
Alors, il faut se poser la question, est-ce qu'on aurait besoin d'un courage politique pour justement obliger à ce qu'on mette sur le marché des frigos, des électroménagers qui ont une durée de vie de 40 ans? On est capable de le faire. Peut-être même 50 ans. Comment fabriquer quelque chose où on peut changer une poignée, où on a un service qui change le tiroir, et ainsi de suite? Et encore, pourquoi ne pas développer un service d'économie, une économie de service? Mais les gens, souvent, ont peur de la transition parce que si on change la façon de faire, c'est des pertes d'emploi. Donc, il faut qu'on soit capable de travailler sur un mode d'économie, un niveau de transition, pour être capable de récupérer ces emplois et les mettre aussi sur d'autres services. Alors, c'est pour ça que la synergie, puis la collaboration, puis travailler ensemble, vise au fond à trouver des solutions sur des problèmes qu'on doit régler. On a un problème, on a une planète, mais on en a besoin de 3, puis ça ne fonctionne pas. Oui. Qu'est-ce qu'on doit changer ensemble pour que ça fonctionne? Et comment supporter la transition pour que, justement, il y ait de la paix, de la sécurité, de la santé pour tous, l'éducation, de l'eau, et ainsi de suite. Donc, les défis sont immenses, mais le statu quo n'est pas une option. Alors, on fait quoi? Il faut quand même se mettre les mains sur la table puis dire on travaille ensemble. Il y a plein d'aspects dans votre réponse qui me donnent envie de m'attarder, là, plein de petits aspects. Mais on va s'attarder sur le côté économique que vous avez abordé. La ville de Rigaud s'est donné une vision d'économie plus circulaire dans les dernières années. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et c'est quoi l'économie circulaire, en fait? Alors, oui, je suis d'accord. C'est une bonne initiative et c'est une belle vision. Deuxièmement, il faut la supporter, cette vision-là. Et c'est dans ce sens que Rigaud, je pense, qu'il travaille pour y arriver. L'économie circulaire, il faut d'abord penser à l'autre économie qu'on a actuellement, qui est l'économie linéaire. Je parlais des 3 planètes. Bien, 3 planètes égale l'économie linéaire. Ça veut dire qu'on fait de l'extraction, on fabrique, on consomme, puis on jette. Je ne sais pas, mais si vous vous rappelez des crayons Bic, alors c'était la mode, tout le monde était content d'acheter un crayon, puis aussitôt qu'il ne fonctionne pas, c'est pas grave, on le jette. Un autre. Acheter et jeter. Ça, c'était vraiment le concept de l'après-guerre, de travailler pour fabriquer et utiliser tous les plastiques inimaginables pour développer une économie. Ceci étant dit, aujourd'hui, si on achète un crayon qui, après 5 minutes, ne fonctionne plus, on est déçu puis on est un peu gêné de le jeter. Donc, on commence nous-mêmes à ne plus accepter l'idée d'acheter et jeter. Alors, tout ça vient, au fond, avec les activités de sensibilisation d'une économie circulaire, ou, au contraire, c'est qu'on doit fabriquer sans extraire, ou le moins possible, les ressources naturelles, mais de reprendre à travers le marché les éléments susceptibles de créer à travers le matériel existant d'autres produits. Donc, l'idée, c'est que même si on fait une extraction, c'est qu'il faut éviter d'extraire trop, mais de fabriquer de manière à ce qu'en fin de vie, il peut être redéfait et remis en circuit pour faire autre chose. Donc, c'est de rendre accessible, au fond, le matériel en boucle. Donc, c'est ça une économie circulaire. Et dans la région de Vaudreuil-Soulanges, on travaille justement à créer une économie circulaire avec les entreprises et l'appui des municipalités. Merci énormément, Lorraine Simard, d'avoir pris le temps avec nous de jaser autant du Comité 21 que de développement durable dans la région. On vous souhaite une excellente progression à Comité 21 puis un beau rayonnement. Bien, je le reçois très bien. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. C'était vraiment fort intéressant. Bonne fin de journée. Merci.